Imagine un matin où tout semble normal. Les villes s'éveillent, les klaxons résonnent, les pendulaires prennent la route. Rien ne laisse présager que, dans les minutes qui suivent, l'un des piliers de notre civilisation va s'effondrer. Pas une guerre, pas une catastrophe naturelle, pas un virus, non. Quelque chose de beaucoup plus simple et pourtant infiniment plus déstabilisant. L'essence disparaît. Pas une baisse de production, pas une crise géopolitique, une disparition pure et totale. Du jour au lendemain, les stations-service du monde entier afficheront soudain une même phrase dans toutes les langues. Rupture totale, approvisionnement impossible. Au début, personne ne croit à une menace sérieuse. On pense à un bug informatique, à un problème de réseau, à un sabotage local. Mais les heures passent, les alertes se multiplient et l'évidence s'installe. Il n'y a plus une goutte d'essence utilisable nulle part sur Terre. Les réserves stratégiques ne fonctionnent plus. Les pipelines transportent du liquide devenu impropre à la combustion. Le carburant stocké dans les réservoirs des voitures, des camions, des avions, perd mystérieusement ses propriétés énergétiques. La planète entière entre dans l'une des plus grandes crises de son histoire. Le premier jour, l'incompréhension règne. Les automobilistes s'arrêtent sur le bas-côté, incapables de redémarrer. Les stations-service se retrouvent envahies de clients furieux, puis résignés. Les camions frigorifiques s'immobilisent. Les avions en attente de décollage sont remorqués hors des pistes. Les bateaux restent au port, incapables de quitter les côtes. Les gouvernements convoquent donc des réunions d'urgence. Les services de renseignement suspectent une attaque globale, un sabotage d'une technologie inconnue, voire un événement géophysique impossible à anticiper. Les scientifiques se penchent immédiatement sur la composition des carburants. Leur verdict tombe, froid, implacable. Le pétrole brut existe toujours, mais le carburant raffiné n'a plus aucune capacité énergétique. Comme si une réaction chimique planétaire avait neutralisé l'essence elle-même. La panique commence à se répandre. La première semaine, c'est la logistique qui s'effondre. Sans camions, les supermarchés se vident à une vitesse terrifiante. En réalité, les magasins ne possèdent que 3 jours de stock. Les épiceries deviennent des lieux de tension, parfois de violence. Les médicaments ne sont plus livrés. Les fournitures médicales s'épuisent dans les hôpitaux. Les chaînes de distribution mondiales, déjà fragiles, se disloquent en quelques heures. Les villes réalisent qu'elles sont devenues des îlots isolés, incapables d'être ravitaillés. Dans les campagnes, l'inquiétude se transforme en désespoir. Les machines agricoles fonctionnent toutes au diesel. Les moissonneuses restent immobiles au milieu des champs. Les tracteurs sont silencieux. Les semis sont compromis. Les récoltes futures menacées. Les agriculteurs se retrouvent face à la perspective d'une famine planétaire. Les gouvernements tentent d'organiser des transports d'urgence, mais les quelques trains électriques restants ne suffisent pas. On réquisitionne tous les véhicules électriques disponibles. On envoie des convois, mais ils ne couvrent que des zones limitées. Les distances deviennent des obstacles infranchissables. La deuxième semaine est celle du chaos social. Les grandes métropoles sont les premières à s'embraser. Les gens cherchent de la nourriture, des médicaments, une solution. Les déplacements deviennent un luxe. Les rues sont saturées de véhicules abandonnés. Les embouteillages deviennent des cimetières mécaniques. La police se déplace à vélo, à cheval, en véhicule électrique quand elle en a. Les gouvernements imposent le rationnement. L'armée tente de protéger les infrastructures critiques. Certaines zones urbaines se barricadent. Les générateurs fonctionnent jusqu'à leur dernier litre de carburant, puis s'éteignent. Les data centers tombent, les uns après les autres. Les communications se réduisent. Internet devient instable, puis intermittent. Les hôpitaux perdent une partie de leur capacité de soins.
Les opérations lourdes sont reportées. Les chaînes du froid s'effondrent, détruisant des tonnes de nourriture. Le monde découvre une vérité brutale. Nous dépendons de l'essence pour tout, absolument tout. Après un mois, l'humanité comprend que la crise ne sera pas temporaire. Il faut s'adapter, et vite. Dans certains pays, une course gigantesque à l'électrification commence. Des milliers d'ingénieurs sont mobilisés pour convertir des voitures thermiques en électriques. Les garages deviennent des laboratoires improvisés. On crée des vélos électriques artisanaux. On fabrique des batteries avec tout ce qui peut être recyclé. Les villes se transforment en chantiers d'urgence. Les transports individuels disparaissent de presque totalement. Les déplacements sont désormais une ressource rare. Les gens vivent, travaillent, consomment dans un périmètre réduit. Les centres-villes se contractent. On redécouvre l'importance de la proximité. Les pays dotés de réseaux ferroviaires électriques deviennent des géants logistiques. Les trains transportent les marchandises essentielles. Ils deviennent l'ossature de la société. Dans les campagnes, la transition est plus difficile. Sans tracteurs, l'agriculture se réinvente. On réintroduit les animaux de trait. On développe des machines agricoles électriques expérimentales. On met en place une agriculture plus manuelle, plus locale, plus lente. Des générations entières se remettent à cultiver la terre. Des innovations surgissent dans l'urgence. Des bateaux hybrides à voile et turbines électriques, des bus alimentés par des batteries géantes, des camions-chariots reliant les champs aux cougars, des drones électriques pour transporter des charges légères. Le monde perd en vitesse, mais il regagne en inventivité. Au bout de 6 mois, un équilibre fragile émerge. Les villes sont plus calmes, presque silencieuses, sans les moteurs thermiques. La pollution atmosphérique chute brutalement. Le ciel redevient bleu dans des régions entières. Les habitants redécouvrent l'air pur. Certaines industries disparaissent, d'autres renaissent. Le plastique dérivé du pétrole devient rare, cher, précieux. Le travail local et l'artisanat reviennent en force. Les vêtements, les objets, les outils deviennent plus durables. 1 an après, l'humanité a basculé dans une nouvelle ère. Les historiens appellent cela la grande rupture énergétique. Une crise brutale qui a mis fin à un siècle de dépendance au pétrole, mais aussi un tournant dans l'histoire humaine. Des villes réaménagent leurs autoroutes en immenses corridors verts, en pistes cyclables, en voies électriques automatisées. Les grandes entreprises rapatrient leur production. La mondialisation recule au profit de réseaux régionaux. L'énergie solaire, l'éolien, l'hydrogène vert deviennent les bases du nouveau monde. Les batteries évoluent rapidement. Les infrastructures électriques s'étendent sur des milliers de kilomètres. L'essence disparaît définitivement des mémoires. Les anciennes voitures thermiques deviennent des souvenirs, des reliques exposées dans les musées. Et pourtant, malgré la souffrance initiale, l'humanité découvre un paradoxe. L'absence de pétrole l'a forcée à devenir plus créative, plus locale, plus résiliente. Elle a perdu une énergie facile, mais elle aura regagné une planète vivable. Ce n'était pas la fin du monde. C'était la fin d'un monde, celui où l'on consommait sans réfléchir, celui où l'on brûlait en un siècle ce que la Terre avait mis des millions d'années à créer. La question n'est plus « et si l'essence disparaissait ?» La vraie question devient « serions-nous capables de nous adapter pour survivre ?» Et un jour, quand le monde aura pleinement adopté cette nouvelle façon de vivre, quelque chose deviendra clair. Le vrai moteur de la civilisation n'était pas l'essence, c'était l'ingéniosité humaine.